Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là pour ce dernier cours de cette chaire annuelle de santé publique, qui clôture la chaire. Enfin, plus exactement, ce qui va clôturer la chaire, c'est le colloque international qui aura lieu le 26 juin, le jeudi 26 juin, et qui aura pour objectif de confronter des perspectives de sociologues, d'économistes, de démographes et d'épidémiologistes de différents pays du monde. Et l'idée, c'est toutes les interventions vont proposer un dialogue entre des modèles théoriques et des données empiriques, et il va y avoir une discussion interdisciplinaire sur tous ces enjeux. Et pour celles et ceux que ça intéresse, c'est un colloque international, mais il y aura une traduction, il y aura des casques du français à l'anglais. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, dernière séance sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc on a abordé la semaine dernière les risques au travail et les recherches convoquées nous ont donné à voir l'ampleur de ce problème majeur de santé publique et les inégalités sociales qui le caractérisent. L'accent, vous vous en souvenez, c'est il n'y a pas si longtemps, a été mis sur les accidents du travail. Et la séance d'aujourd'hui, elle est consacrée à une question particulière que j'ai un peu évoquée la semaine dernière, qui est celle de la reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, dans la première heure, je vais traiter de ce sujet en vous proposant une analyse processuelle de cette question, vous allez le voir, et je m'appuierai pour ce faire sur les travaux que nous avons menés il y a quelques années avec Annie Thébomoni et Catherine Lepetit sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Je m'appuierai également sur une revue de la littérature qui a été récemment publiée par Blandine Barlet et Giovanni Prete, qui est une synthèse critique de la littérature en sciences humaines et sociales. Je m'appuierai également sur les travaux de Jean-Noël Jouzel et de Jérôme Pellis, et également sur l'ouvrage 100 ans d'histoire des maladies professionnelles qui a été piloté par Catherine Cavalin et ses collègues. Et puis enfin, je m'appuierai également sur le travail de Delphine Serre, qui vient de publier un ouvrage sur l'ultime recours, accidents du travail et maladies professionnelles en procès. Et puis évidemment, je vais solliciter aussi les données de différents rapports, notamment ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des rapports de l'ANSES, l'Agence nationale sur la sécurité alimentaire et l'alimentation, l'environnement et le travail, et puis des rapports qui sont remis au Parlement dans un contexte particulier que j'évoquerai dans un instant. Et puis, dans la deuxième partie de la séance d'aujourd'hui, Anne Marchand, qui est sociologue et historienne, qui est une spécialiste reconnue du sujet, reviendra, elle, sur la question des cancers professionnels et des obstacles à leur reconnaissance, à partir de son expérience de directrice du GISCOP. Le GISCOP, c'est un groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis et qui offre, vous le verrez, une caractéristique assez particulière qui est de travailler au plus près du terrain avec les personnes concernées et avec un soutien extrêmement important. Alors, voilà, ça c'est le plan de la séance que je viens de dire, que j'ai oublié de dire. Bref, dans un premier temps, je voudrais rappeler quelques données sur le contexte juridique, sur ce que dit la loi en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Alors, le droit à la santé et à la sécurité au travail s'est construit par évolutions successives autour de deux principes. Le premier, c'est la responsabilité de l'employeur dans la préservation de la santé des travailleurs, et son corollaire, la réparation des atteintes à la santé qui sont causées par l'activité professionnelle. En France, une maladie est considérée comme d'origine professionnelle si elle est la conséquence directe du travailleur à une nuisance, qu'elle soit un risque physique, chimique ou biologique, ou ce risque résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Alors, on distingue deux types de maladies professionnelles. D'abord, les maladies professionnelles indemnisées, ou plus exactement indemnisables, d'une part, et les maladies à caractère professionnel, d'autre part. Alors, les maladies professionnelles indemnisables, sous réserve, et on reviendra dessus, de remplir certains critères, peuvent être reconnues par les régimes de sécurité sociale et ouvrent droit à une indemnisation. Les maladies à caractère professionnel, quant à elles, sont définies par le législateur comme toute maladie ou symptôme susceptibles d'être d'origine professionnelle, mais non reconnus en maladie professionnelle par un régime de sécurité sociale. La reconnaissance se faisant à partir des tableaux de maladies professionnelles que j'évoquerai juste après. Alors, la déclaration de ces maladies à caractère professionnel est une obligation légale pour tout docteur en médecine, c'est l'article L461-6 du Code de la sécurité sociale, et bien évidemment, notamment par les médecins du travail.
Alors, ce principe d'assurance qui prévaut aujourd'hui, en fait, a pour origine la loi de 1898, dont on a parlé la dernière fois sur les accidents du travail, qui visait à l'époque à mettre un terme au procès, parfois très long, que les ouvriers devaient intenter à leurs employeurs en prouvant leur faute et pouvoir alors être indemnisés. La chercheuse Daubas-Le Tourneux rappelle que les historiens du droit ont montré que les débats relevaient alors aussi bien de considérations en faveur des ouvriers, qui payaient à l'époque déjà un lourd tribut à l'industrialisation. Elle cite les phosphores dans les fabriques d'allumettes, le plomb de peinture dans les secteurs du bâtiment, les poussières de nature physico-chimique diverses, etc. C'était aussi bien ça que des motifs en faveur du patronat qui commençaient déjà à rencontrer des problèmes de main-d'œuvre. Au final, et c'est important à souligner, la construction juridique que représente cette loi de 1898 est l'aboutissement d'un compromis, et vous allez le voir que ce compromis est encore d'actualité. En perdant le droit à poursuivre au pénal l'auteur de la faute, la victime a gagné le droit à être indemnisée de façon forfaitaire pour tout accident survenu dans le cadre de son travail, et ce, quelle qu'en soit la cause. Alors, cette loi a été étendue juste après aux maladies professionnelles en 1919, et l'indemnisation des maux du travail ne dépend plus du recours au juge, plus totalement, on verra qu'il y a encore des enjeux juridiques importants. Elle est à la charge unique des employeurs qui en assument la responsabilité financière. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est comment identifier avec certitude les maladies qui sont induites par le travail et les différencier d'autres étiologies connues qui renvoient par exemple à l'hérédité, aux habitudes de vie, voire au malheureux hasard, faute de causes précisément désignées. Vous allez voir que c'est un enjeu très important de pouvoir assurer le caractère étiologique, le caractère causal de l'exposition professionnelle pour pouvoir être reconnu via les tableaux de maladies professionnelles. Alors, la loi d'octobre 2019 donc, a créé un instrument qui est censé résoudre ce problème de comment identifier en créant les tableaux de maladies professionnelles qui précisent les pathologies qui sont éligibles à la reconnaissance et aux conditions que doivent remplir les victimes pour en bénéficier. Quand cette loi a été créée, il y avait 2 tableaux qui étaient prévus pour le plomb et un autre produit que j'ai oublié. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que la réparation des accidents du travail, maladies professionnelles, elle est fondée sur une logique forfaitaire et qui est justifiée, cette logique forfaitaire, par un principe de présomption d'imputabilité du dommage à l'activité professionnelle et qui dispense la victime d'engager une action en responsabilité. La victime, quand elle est reconnue, elle est alors indemnisée par la branche accident du travail, maladie professionnelle, branche qui est financée par les cotisations patronales, indépendamment de toute faute établie de l'employeur. Donc on est vraiment sur un régime de forfait, c'est-à-dire que la victime, elle est indemnisée indépendamment de toute faute qui est établie par l'employeur. Mais, comme le soulignent de nombreux auteurs, cette automaticité de la reconnaissance va de pair avec l'évacuation de toute idée de la faute patronale et avec le calcul des indemnisations sur une base forfaitaire. Alors, le problème, et c'est ça que je vais essayer de traiter aujourd'hui, c'est que chaque année, une part très importante des accidents du travail ou des maladies professionnelles n'est pas déclarée aux caisses primaires d'assurance maladie, en méconnaissance des dispositions du Code de la sécurité sociale, mais aussi pour d'autres raisons que je vais explorer avec vous. Les victimes qui sont reconnues bénéficient alors des prestations de l'assurance maladie dans les conditions de droit commun. Quand elles ne sont pas reconnues, c'est le droit commun qui joue. Et ces assurés qui sont alors pris en charge par la branche maladie ne bénéficient alors pas des conditions plus favorables d'indemnisation de la branche accident du travail, maladie professionnelle, c'est-à-dire la prise en charge des frais de santé, les indemnités journalières qui sont plus favorables, des rentes viagères, etc., etc. Donc il y a aussi, il y a un enjeu financier extrêmement important à être reconnu en maladie professionnelle, et il y a aussi un enjeu symbolique. Alors, pour évaluer l'ampleur de ce phénomène de sous-déclaration et donc de sous-reconnaissance, le législateur a prévu qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes remette tous les 3 ans au Parlement et au gouvernement un rapport présentant des recommandations visant à réduire la sous-déclaration et essayer aussi dans ce rapport d'évaluer le coût réel de cette sous-déclaration pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, puisque si elles ne sont pas reconnues en maladie professionnelle, donc elles passent sur un autre régime
qui supportent le coût de toutes ces maladies non déclarées. Alors, quelques données pour vous rappeler un peu l'enjeu de ce problème de santé publique. Vous avez ici un rapport, le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale. Et là, vous voyez depuis 2010, bon, le nombre d'accidents du travail, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous voyez qu'il est quand même extrêmement important. Ça, on est uniquement sur les données des maladies et des accidents du travail reconnus. Mais vous voyez aussi sur le petit carré bleu foncé le nombre de maladies professionnelles reconnues qui n'évolue guère, alors que, on le sait, et de nombreuses enquêtes épidémiologiques et sociologiques le montrent, les conditions du travail et les expositions à de nombreux produits pathogènes, eux, se sont détériorés au fil du temps. Alors, on voit sur ce graphique-là que ce sont essentiellement des affections périarticulaires qui sont reconnues. Ensuite, c'est les cancers et l'amiante, les affections du rachis, la surdité, et puis une série d'autres affections. On voit aussi sur ce tableau-là que... alors attendez, j'ai dû en rater une. Non, elle est plus loin, pardon. On voit aussi sur ce tableau-là qui est extrêmement important et qui est issu du rapport au Parlement qui a été remis en juin dernier, il y a à peine un an. C'est une estimation des cas de maladies professionnelles sous-déclarées. Alors je précise tout de suite, je ne sais pas si le monsieur qui avait posé la question la dernière fois sur la sous-déclaration des accidents du travail, que c'est un enjeu extrêmement important, c'est la dernière ligne du tableau, puisque 982 000 accidents du travail ne seraient pas déclarés en accident du travail. On a évoqué ce point dans la discussion la dernière séance. Mais ce que vous voyez sur ce schéma-là, c'est qu'il y a un nombre absolument conséquent de plusieurs centaines de milliers de maladies professionnelles qui ne sont pas déclarées comme telles. Les principales affections, vous avez là pour toute la liste, canal carpien, tendinopathie de l'épaule, etc., 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 etc. Et les cancers professionnels qui ne représentent que quelques milliers de déclarations, sur lesquels Anne Marchand reviendra tout à l'heure, vous voyez qu'on estime une fourchette de 67 000 à 99 000 cancers qui seraient aujourd'hui d'origine professionnelle, 4 000 seulement étant déclarés. Donc on voit sur cette donnée que l'ampleur de la sous-déclaration est absolument massive. Alors bien sûr, il y a des enjeux financiers, comme je le rappelais à l'instant, parce que si ces maladies sont reconnues comme des maladies à caractère professionnel, elles passent sur la branche une branche particulière, enfin le droit commun, alors que si elles sont reconnues en maladie professionnelle, c'est tout un tas de droits qui s'ouvrent pour le travailleur. Donc c'est un enjeu absolument majeur dont on parle vraiment très peu. Curieusement, d'ailleurs, on pourrait se poser la question dans la discussion qu'on aura tout à l'heure, pourquoi on en parle aussi peu de ces maladies professionnelles et du problème de leur reconnaissance, mais en amont, bien sûr, le problème de leur survenue. Alors, pour essayer de comprendre ce décalage absolument massif entre les cas de maladies professionnelles et leur reconnaissance, je vous propose une analyse processuelle, qui est un modèle qu'on a élaboré avec Annie Thébault et Catherine Lepetit pour travailler il y a de nombreuses années maintenant sur la question de la non-reconnaissance en maladie professionnelle. Et vous voyez que l'idée ici, c'est de décomposer en différentes étapes. Tout d'abord, pour qu'il y ait maladie professionnelle, il faut évidemment qu'il y ait exposition au risque modulée par des pratiques de prévention. Ensuite, il faut que les personnes qui sont concernées reconnaissent qu'il s'agisse d'une origine professionnelle. Vous allez voir que c'est un point important. Ensuite, quand on reconnaît qu'il y a une origine professionnelle, il faut s'engager dans une démarche de déclaration en maladie professionnelle, aller jusqu'à faire ensuite une demande de réparation, et puis, avec l'examen par les acteurs concernés, la maladie sera reconnue, le dossier sera rejeté ou reconnu en maladie professionnelle. Donc vous voyez que c'est toute une étape, toute une série d'étapes plus précisément qui conduisent à cette donnée finale qui est la reconnaissance en maladie professionnelle. Alors, pardon. Voilà. Alors, je vais passer par point ces différentes étapes pour donner à voir comment ce processus se construit d'une étape à l'autre.
Alors tout d'abord sur l'exposition au risque, je rappelle brièvement parce que je vous avais montré ces diapositives la semaine dernière, mais c'est quand même pour souligner à quel point les contraintes et les expositions physiques d'abord diffèrent selon le sexe, et je reviendrai dessus plus tard, où finalement il y a quand même peu de données, notamment en sciences humaines et sociales. Ici il y en a quelques-unes, mais il y a peu de données sur les dimensions genrées des maladies professionnelles. Vous avez, alors vous voyez là, c'était au moins 3 contraintes physiques, donc globalement les hommes sont plus concernés que les femmes, mais les différences se voient selon les écarts hommes-femmes sont plus marqués pour certaines pathologies que d'autres, mais c'est juste pour souligner que c'est une dimension intéressante à prendre en considération. Plus intéressante encore, c'est la question de l'origine, enfin de la position sociale qui est appréhendée ici à travers un indicateur assez grossier qui est la profession et la catégorie socio-professionnelle, la PCS de l'INSEE, mais pour autant aussi, cet indicateur aussi grossier soit-il, montre bien que les distributions, les expositions au risque de favoriser une maladie professionnelle, une atteinte à la santé liée au travail, c'est extrêmement différent selon les positions sociales, puisque vous avez si vous reprenez le petit graphique tout à gauche de la diapositive, vous voyez qu'au moins 3 contraintes physiques intenses, on est à moins de 10% pour les cadres, on est à 28% pour les professions intermédiaires, on est à 42% pour les employés, et on est à plus de 65%, près de 65% pour les ouvriers. Donc une distribution extrêmement inégalitaire de ces atteintes à la santé liées au travail. Et cette distribution sociale très particulière, on va le voir, joue aussi pour comprendre pourquoi le processus ne s'enclenche pas de la même façon pour les différentes personnes concernées. L'autre donnée que je vous avais montrée, mais qui est très importante, mais Anne Marchand reviendra sur ce point-là, c'est un résultat de l'enquête Sumer qui a été faite sur plus de 2 millions de travailleurs exposés aux cancérogènes en 2003. Et on voit là encore que la distribution des personnes les plus concernées par l'exposition cancérogène, c'est majoritairement des ouvriers et des ouvriers qualifiés, des employés de service et extrêmement peu de cadres ou d'employés administratifs. Donc une distribution sociale très très spécifique. Alors, comment dirais-je, pardon, avant de terminer là-dessus, je voudrais dire 2 mots, mais je pense que Anne va revenir dessus, sur le cas très particulier, très emblématique de l'amiante, qui est un produit à l'origine de très nombreux cancers professionnels. C'est un produit, l'amiante, en fait, ce sont des minéraux à texture fibreuse qui sont utilisés dans l'industrie, et notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, en raison de propriétés très spécifiques. C'est quelque chose, l'amiante résiste au feu, aux agressions chimiques et au frottement, et aussi en raison de son faible coût. Alors, l'effet toxique de l'amiante, en fait, est avéré depuis le début des années 60, notamment en lien avec les maladies du système respiratoire, et particulièrement le cancer du poumon, le mésothéliome, l'asbestose, mais aussi d'autres cancers qui sont liés à l'exposition à l'amiante, qu'on connaît moins, comme le cancer de l'ovaire ou du larynx. Alors, c'est un produit, c'est intéressant, qui a été classé cancérogène seulement en 1977 par le Centre international de recherche sur le cancer. Son usage a été réglementé, mais son utilisation n'a été interdite qu'en 1997. Donc vous voyez, entre le moment où c'est détecté comme cancérogène, dans le début des années 60, sa reconnaissance en 1977 par le Centre international de recherche sur le cancer, et 20 ans seulement après, son interdiction. Mais même si l'usage de l'amiante est interdit, ce produit est encore présent, vous le savez, dans de nombreux matériaux, les portes coupe-feu, les cloisons, les faux plafonds, les tuyaux, etc., etc. Et plusieurs études montrent clairement que les conditions de sécurité dans les entreprises de désamiantage ne sont pas toujours respectées. Alors bien sûr, au total, l'exposition à l'amiante est moins importante, mais néanmoins, elle subsiste toujours. Alors, pour vous passer ensuite à la deuxième phase, donc une exposition, ce qu'il faut retenir, c'est une exposition professionnelle extrêmement importante, très diversifiée socialement. Si on passe maintenant à la question de la reconnaissance, pas administrative, mais par les salariés de l'origine professionnelle de la maladie. Alors, nombre de maladies professionnelles restent mal connues. Ça, c'est déjà, on reviendra dessus en perspective, c'est déjà un point important à souligner, c'est que la connaissance n'est pas du tout à jour scientifique en matière de maladies professionnelles et d'effets de l'exposition à un certain nombre de produits ou de postures physiques par rapport à des pathologies, et notamment les pathologies, les troubles psychiques, et qui sont vraiment un angle mort très important des maladies professionnelles. J'y reviendrai.
Mais au-delà du fait qu'un certain nombre de maladies professionnelles, par définition on ne peut pas en connaître le nombre, ne sont pas connues, il y a aussi le fait que les travailleurs ne connaissent pas toujours, même le plus souvent, ne connaissent pas l'enjeu professionnel des postures qu'ils peuvent occuper. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'études en sciences sociales qui insistent sur le fait qu'il n'est pas évident pour un individu, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais j'insiste sur ce point, de faire le lien entre sa maladie et son travail, de considérer que le travail puisse être pathogène, c'est une démarche qui est source de tension normative et qui fait que nombre de travailleurs et de travailleuses ne peuvent pas considérer que leur travail est pathogène. Par ailleurs, même pour celles et ceux qui peuvent considérer qu'il y a un lien entre la maladie et le travail, il y en a qui considèrent qu'il n'est pas légitime de demander une réparation, et cela pour différentes raisons. Des travaux ont aussi montré que dans certains métiers ou dans certaines situations, des salariés ont développé une attitude de déni du danger pour tenter d'y faire face. Je pense aux travaux précurseurs dans ce domaine de Christophe Dejour, qui avait travaillé sur les ouvriers du bâtiment et qui avait montré à quel point les risques encourus, qui sont très nombreux dans les ouvriers du bâtiment, et notamment il a fait tout un développement très intéressant sur les ouvriers qui travaillent sur les échafaudages, de montrer comment le risque était finalement, comment dirais-je, nié, et même pour montrer qu'on était capable de le gérer, qui pouvait rendre compte du fait, par exemple, de ne pas porter de casque. On avait nous-mêmes observé ce même phénomène chez les coiffeuses, dont la manipulation des produits de shampoing, colorants et autres provoque des dermatoses allergiques. Pareil, un certain nombre de coiffeuses qui ne voulaient pas, qui avaient conscience du risque, mais qui le niaient pour pouvoir continuer à travailler dans des conditions satisfaisantes pour elles, à savoir sans utiliser des gants en latex. Alors, vous voyez, il y a déjà une première étape qui est, quand on a une atteinte au corps, une atteinte à la santé qui est liée à l'exposition professionnelle, il y a déjà l'idée pour pouvoir entamer une déclaration de maladie professionnelle, il faut bien sûr faire le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle. Alors, vous me direz, oui, mais il n'y a pas que les personnes qui sont concernées, il y a bien évidemment aussi les médecins du travail. Certes, mais on va voir ensuite, dans la partie suivante, j'aurais pu la mettre là d'ailleurs, que le soutien des acteurs, et en particulier des médecins du travail, pour aider le salarié à reconnaître l'origine professionnelle de la maladie et l'inciter à engager une démarche de déclaration en maladie professionnelle est quelque chose de compliqué. Alors, la déclaration des maladies professionnelles, je vais la regarder de deux côtés, du côté des salariés et ensuite du côté des employeurs. Alors, je rappelle que contrairement aux accidents du travail qui sont déclarés par l'employeur, ce sont les personnes elles-mêmes ou leurs ayants droit qui doivent effectuer la demande en reconnaissance de leur pathologie en maladie professionnelle. Et cette démarche nécessite qu'un médecin établisse ce qu'on appelle un certificat médical initial afin de pouvoir déposer son dossier à la sécurité sociale. Et un certain nombre de travaux, et je pense en particulier aux travaux de Floch et de Marie-Chalard, montrent que les salariés, en raison des rapports de domination au sein de l'entreprise et la peur de perdre leur emploi, ne signalent pas toujours les risques auxquels ils peuvent être exposés. Une autre raison qui rend difficile l'engagement des victimes potentielles dans des démarches de reconnaissance, c'est la méconnaissance de leurs droits. On a parlé tout à l'heure de la méconnaissance du lien entre santé et travail. Là, je parle de la méconnaissance des droits qui peuvent être ouverts quand on est reconnu en maladie professionnelle. Mais même quand elles ont connaissance de leurs droits et qu'elles ont identifié les expositions professionnelles passées, elles n'engagent pas toujours une démarche de reconnaissance. D'une part, des études montrent que ces victimes peuvent ne pas percevoir d'intérêt matériel, financier, ni même symbolique à la déclaration, en particulier les travaux d'Anne Marchand, et plusieurs travaux soulignent ainsi que le cas des victimes atteintes de pathologies nécessitant de lourds traitements, les démarches de réparation sont vues comme secondaires par rapport aux enjeux de soins, voire inutiles ou même néfastes, si elles anticipent des possibles représailles de la part de l'employeur ou voire même des collègues de travail. Donc vous voyez que ça fait appel à des processus extrêmement complexes
qui sont difficiles à mener seuls si on n'a pas un véritable accompagnement dans ces démarches. Alors, les logiques sociales de non-recours au droit, dans le cas particulier des maladies professionnelles, recouvrent les logiques qu'on a qui sont largement étudiées de non-recours au droit d'une manière générale, et je pense aux travaux de Philippe Varin et de son équipe à Grenoble, et bien évidemment à tous les rapports du Défenseur des droits, dont un qui vient d'être publié sur les problèmes de recours aux soins. Alors, quatre grands motifs de renonciation ont été identifiés dans un récent rapport de la CNAM. D'abord, la mauvaise compréhension des droits. Le titre n'est pas très heureux, mais bon, c'est vraiment le droit est compliqué et pour bien le comprendre, c'est vraiment pas donné à tout le monde la complexité de la procédure. Une mauvaise information par le médecin également, qui fait partie de ça, et un manque d'intérêt à poursuivre la démarche. Un deuxième grand bloc de motifs, c'est la complexité de la procédure, c'est-à-dire là, c'est même pas tant la mauvaise compréhension du droit qui fait que les gens ne s'engagent pas, c'est la complexité de la procédure que même quand ils commencent à s'engager, face à la complexité de la procédure, un certain nombre de personnes abandonnent. Il y a aussi un autre motif important qui est mis en évidence dans cette enquête de la CNAM, c'est la pression de l'employeur. C'est des ruptures conventionnelles en échange de la renonciation, puisque l'employeur n'a évidemment pas d'intérêt financier à ce qu'il y ait des maladies professionnelles déclarées. Le souhait d'une reprise d'activité dans l'entreprise, la contestation du fait accidentel par l'employeur, la crainte d'un litige, la crainte de coûter cher à l'employeur, l'absence de témoignage des collègues, la proposition d'un poste aménagé. Enfin, il y a toute une série d'arguments qui peuvent être mis en avant par l'employeur pour éviter que le salarié ne s'engage dans une démarche de déclaration en maladie professionnelle. Mais cette sous-déclaration, elle tient bien évidemment aussi aux conditions de l'interaction, des interactions entre les individus concernés et les professionnels de santé. Pour les besoins de la présentation, j'ai scindé les deux, mais vous voyez bien que c'est bien évidemment dans l'interaction avec les acteurs concernés que se construit la décision ou non de s'engager dans une démarche de déclaration en maladie professionnelle. Et là, sur ce point-là, c'est quelque chose, l'importance de cette déclaration, c'est, comment dirais-je, quelque chose qui a été mis au jour depuis de très nombreuses années, et je pense encore une fois là aux travaux de Annie Thébomoni et cet ouvrage fondateur, La reconnaissance des maladies professionnelles en France, publié en 1991. Mais ça va évidemment, toutes les enquêtes les plus récentes documentent l'importance de cette dimension. Et parmi ces problèmes d'interaction, il y a évidemment la position des médecins du travail. On assiste depuis plusieurs années à un déclin de ce groupe d'acteurs qui était historiquement l'acteur le plus central, les acteurs les plus centraux dans les politiques de prévention dans le champ de la santé au travail. Le rôle des médecins du travail a évolué, c'est très largement documenté dans le temps, et leur autonomie est de plus en plus réduite, et notamment en lien avec les réorganisations légales et managériales du secteur de la santé au travail. Alors, la formation initiale et continue des professionnels de santé, c'est-à-dire finalement le nombre d'heures qui sont consacrées pendant les études médicales est environ de 10 heures pour les études médicales de deuxième cycle, c'est-à-dire juste avant l'internat, entre 9 et 10 heures selon les études et selon les facultés. En tout cas, c'est largement inférieur à la moyenne européenne, qui est de 25 heures, et c'est, je le disais à l'instant, très, très variable d'une université à l'heure. Dans le dernier rapport au gouvernement de la Cour des comptes, ils ont documenté que dans certaines universités, c'était 2 heures d'enseignement sur les maladies professionnelles, et 18 heures dans d'autres universités. Alors, par ailleurs, outre ce vrai problème de formation des médecins, il y a des études, et en particulier les travaux de Marie Chalard et de Primerano et Marchand, qui ont montré que
il y avait une certaine réticence de la part de certains médecins du travail à accompagner les démarches de reconnaissance des ouvriers et qui s'expliquait grandement par la distance sociale entre eux, que j'avais largement détaillé le 3 avril dernier, entre les personnes malades et les médecins eux-mêmes. Alors évidemment de mettre l'accent sur la formation des médecins est un enjeu essentiel, mais pour autant en aucun cas suffisant pour les raisons de complexité de la procédure, et que si les personnes ne sont pas, au-delà de la formation des médecins, susceptibles de détecter et de connaître les procédures, si les personnes ne sont pas accompagnées, j'ai envie de dire presque au jour le jour dans leur démarche, celle-ci a peu de chances d'aboutir. Alors, il y a aussi une autre étude qui montre qu'au-delà de la distance sociale entre les ouvriers et les médecins, il y a notamment le fait que dans les études qui portent sur le niveau de connaissance de ces médecins, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ne voient pas la différence de l'intérêt financier d'être déclaré en maladie professionnelle plutôt que relevé du droit commun, alors que les différences financières sont extrêmement importantes pour le salarié. Et certains médecins craignent même, c'est des raisons qui peuvent être repérées à travers des entretiens semi-directifs où les personnes peuvent s'exprimer de manière beaucoup plus intense et libre, certains médecins craignaient même l'impact négatif de la déclaration en maladie professionnelle sur l'emploi et l'employabilité future de leurs patients. Donc vous voyez que quand on a 2 heures dans un cursus pour traiter toutes ces questions, aussi bien de la connaissance des maladies professionnelles que de la connaissance des procédures à mettre en œuvre, ça ne peut en aucun cas être suffisant. Un autre point important aussi concernant la question de la déclaration, c'est que l'accent, comme le soulignait encore une fois le rapport au Parlement, l'accès au centre de consultation de pathologie professionnelle qui permettent des consultations de pathologie professionnelle, qui sont des lieux où on peut faire le lien entre la maladie et le travail, s'avère de plus en plus difficile et ils ont noté que souvent cet accès prenait entre plusieurs mois à 1 an pour obtenir un rendez-vous dans certains centres. Donc vous voyez que les difficultés renvoient aussi à l'organisation du système de prise en charge par les professionnels de santé. Alors, donc je ressouligne l'importance de ces interactions entre le salarié concerné et les professionnels vers lesquels il se tourne, et au premier rang, c'est les caisses de sécurité sociale. Alors, plusieurs travaux ont essayé ont mis au jour les parcours qui étaient suivis par les employés, par les travailleurs qui étaient atteints d'une atteinte à la santé liée à leur exposition professionnelle. Alors, ce que Henri Pézra, qui est un des pionniers dans ce domaine, avec Anité Bomoni, ont montré dès 1988, ils appelaient ça une course d'obstacles, qui renvoyait notamment aux difficultés administratives auxquelles les victimes de maladies sont confrontées. Et cette course d'obstacles, qui avait été caractérisée dès le début des années 1980, de nombreux travaux très récents, Gaillet, Labrusse, Marchand, Marie-Chalard, etc., continuent dans la période très récente à documenter ces parcours d'accès à la déclaration comme une véritable course d'obstacles. Alors, venons-en maintenant à la dernière étape, qui n'est pas les moindres, c'est que même quand on arrive, j'ai envie de dire, à la phase où on s'engage dans une déclaration en maladie professionnelle, le problème qui subsiste, le nœud du problème, mais qu'on ne peut comprendre véritablement qu'en regardant les étapes précédentes, c'est la question de la reconnaissance en maladie professionnelle. Alors, je vous ai rappelé tout à l'heure que quand la loi a été créée en 2019, il y avait 2 tableaux de maladies professionnelles. Aujourd'hui, il en existe des dizaines, et les deux, le deuxième produit me revient maintenant, c'était le plomb et le mercure. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour créer des nouveaux tableaux en maladie professionnelle, donc, qui sont un peu la grille de référence pour dire si la personne,
de par ses atteintes, de par les expositions qu'elle a eues, si ça correspond ou pas à une maladie professionnelle. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. Mais d'abord, je voudrais rappeler que, comme le montre très bien l'équipe qui a écrit le livre remarquable sur 100 ans d'histoire des maladies professionnelles, Catherine Cavalin et al., parce qu'ils sont nombreux, mais pour celles et ceux que ça intéresse, c'est vraiment une lecture passionnante. Ce que rappellent les auteurs dans cet ouvrage, c'est que l'État et les représentations des syndicats de salariés et d'employeurs négocient les modalités de mise en œuvre de la loi. C'est-à-dire les modalités de mise en œuvre de la loi, c'est-à-dire dans quelles conditions. Donc la loi qui prévoit l'évolution des tableaux de maladies professionnelles, quand on va décider qu'on crée un nouveau tableau de maladies professionnelles, c'est le fruit d'une négociation. Ça a toujours été le cas depuis le début de l'histoire des maladies professionnelles, depuis la loi de 1919, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est une négociation pour décider si oui ou non, en fonction des connaissances épidémiologiques, en fonction du coût, etc., je reviendrai dessus, on crée ou pas un nouveau tableau. Et ce travail de négociation a été largement documenté par Gibert et Henry, qui ont vraiment montré à quel point il y avait toute une série d'intérêts, et évidemment, vous l'imaginez bien, des intérêts financiers pour reconnaître ou pas, accepter ou pas de reconnaître une maladie, de créer un tableau de maladie professionnelle qui va ensuite pouvoir servir de référence finale pour dire oui, cette personne peut être considérée comme atteinte d'une maladie professionnelle ou pas. Alors, suivant les périodes, la dénomination et la composition ministérielle chargée de fixer la liste de ces tableaux ont varié, mais ce que soulignent donc Gibert et Henry, c'est que le mode de fonctionnement de ces commissions est resté remarquablement stable au cours du temps. Alors, il y a, quand ils ont étudié un peu comment se passaient ces commissions pour dire on va créer ou pas un nouveau tableau en maladie professionnelle, il y a des discussions qui relèvent de considérations à la fois sociales et économiques. Quel coût paraît admissible à l'indemnisation de telles maladies liées au travail? Des arguments médicaux et scientifiques. Qu'est-ce qu'on a comme argument, et je reviendrai dessus tout à l'heure parce que ça reste un enjeu compliqué à l'heure des multi-expositions, quels arguments a-t-on pour affirmer que telle maladie est liée à tel produit ou à tel métier? Alors il y a aussi, outre les acteurs que j'ai évoqués précédemment, il y a aussi des représentants des salariés, des employeurs évidemment, et puis il y a aussi des personnalités qui peuvent être convoquées en raison de leurs compétences scientifiques, et puis aussi des représentants de l'administration centrale. Alors, ce qu'a montré Platel, c'est que depuis l'origine, l'asymétrie des ressources entre ces différents acteurs qui participent à ces commissions chargées de définir des nouveaux tableaux a résulté dans une forte emprise des représentants patronaux sur cette commission, dont a découlé ce que Platel appelle une historique prudence dans la création des tableaux et dans la rédaction des tableaux de maladies professionnelles. Alors voilà un peu comment se décrit un tableau de maladies professionnelles. Et l'ANSES, donc vous avez la désignation de la maladie dans la colonne de gauche, le délai de prise en charge et ensuite la liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause. Donc c'est extrêmement important de voir que cette liste, elle va définir si telle posture, tel travail est ou pas possiblement lié à l'apparition de la maladie. Alors ces tableaux, comme le soulignait l'ANSES dans un rapport très récent de 2024, ces tableaux sont problématiques, ils sont incomplets, et c'est peu de le dire. Les titres qui mentionnent des professions, il y a donc la dernière colonne, une éviction de situation exposant à la nuisance ou à l'origine de là ou des pathologies. L'ANSES souligne aussi que des contenus des colonnes de tableaux de maladies professionnelles peuvent être très hétérogènes, différence de désignation des maladies et des délais de prise en charge entre les tableaux de maladies professionnelles et ou entre les régimes, que ce soit le régime général ou le régime agricole. Les diagnostics d'exclusion, l'exclusion d'une étiologie dans la colonne 1 méconnaît, selon l'ANSES, le principe de la présomption d'origine. Et puis il y a des maladies qui ne sont pas inscrites dans les tableaux existants, et il y a des listes de travaux, dans la dernière colonne, qui ne reflètent pas la réalité des expositions. Je ne vais pas rentrer plus à fond dans les détails de toutes ces critiques, mais pour vous souligner que l'ANSES
qui est donc l'Agence nationale de sécurité au travail et d'autres choses, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui, de sécurité au travail, critique elle-même la constitution même de ces tableaux. Alors, c'est d'ailleurs une des recommandations du rapport au gouvernement présidé par un magistrat de la Cour des comptes, c'est d'actualiser les tableaux de maladies professionnelles. Pour rappel, entre 2010 et 2018, il y a eu seulement 2 créations et 5 révisions de tableaux qui sont intervenues au régime général. Alors, c'est un véritable ralentissement qui a été observé dans la création des tableaux de maladies professionnelles et le rapport au gouvernement souligne plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce ralentissement. Ils évoquent notamment les intérêts, parfois on pourrait dire souvent divergents, des organisations syndicales et patronales, étant rappelé que les employeurs sont les uniques financeurs, je le rappelle, de la branche accident du travail maladie professionnelle, l'absence de consensus sur la présomption d'imputabilité, l'imbrication des phases d'expertise et de dialogue social, ainsi, et c'est un problème majeur surtout aujourd'hui, le caractère qui est très souvent plurifactoriel des pathologies considérées. Et la Commission recommande d'ailleurs de modifier carrément l'objectivation des pathologies à travers les examens diagnostiques des tableaux professionnels. Ainsi, propose-t-il, au lieu des examens diagnostiques parfois obsolètes, propres à chaque tableau, la maladie pourrait être désormais confirmée par les examens recommandés par les sociétés savantes ou la Haute Autorité de Santé au moment du diagnostic. Donc c'est un changement important qui est proposé, mais comme je le dirai dans un instant, cette question de cette modification est loin d'être suffisante pour permettre une meilleure reconnaissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rapport au gouvernement souligne déjà une certaine forme d'obsolescence des tableaux de maladies professionnelles. Alors c'est un peu compliqué, j'en conviens. J'ai oublié de vous mettre tout ça, ce qui vous aurait peut-être un peu plus permis de suivre, mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que ce soit du côté de l'ANSES, que ce soit du côté de ce rapport au Parlement, ces acteurs soulignent les grandes limites de l'actualité des tableaux de maladies professionnelles et que ces limites vont bien au-delà du fait de rajouter des tableaux, mais aussi dans leur propre composition. Alors, partant de là, avec ces tableaux incomplets, c'est bien évidemment pas la seule raison pour laquelle il y a des obstacles à la reconnaissance des maladies professionnelles. C'est bien évidemment un enjeu majeur, tableau incomplet, et j'ai envie de dire, ou inexistant. C'est vraiment un point important de voir le décalage entre la loi, qui est matérialisée par ces tableaux de maladies professionnelles, le décalage entre la loi et la réalité sociale et épidémiologique des maladies professionnelles en France aujourd'hui. Alors, un point important à souligner dans les obstacles à la reconnaissance, qui sont des obstacles qui peuvent venir soit des personnes atteintes elles-mêmes, mais aussi des décisions des caisses pour reconnaître ou pas une maladie en maladie professionnelle, c'est le caractère différé de nombreuses maladies d'origine professionnelle, que ce soit des maladies qui résultent d'exposition à des produits chimiques, des maladies qui résultent de formes d'organisation du travail qui peuvent être extrêmement stressantes, d'horaires délétères ou de gestes répétitifs. C'est-à-dire que le caractère différé, c'est ce qu'on appelle le temps de latence entre le moment de l'exposition et le moment où surviennent les premiers symptômes. C'est très évident pour un certain nombre de cancers qui peuvent mettre des années, Anne Marchand reviendra là-dessus, des années avant de se manifester, qui renvoie à une exposition passée qui remonte à 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur de pouvoir se remémorer, et ça pose la question de la traçabilité des expositions professionnelles passées. Mais ce n'est pas spécifique au cancer. Vous pouvez aussi avoir des expositions, par exemple, au stress, qui sont répétées et qui peuvent s'être déroulées il y a un certain nombre d'années et provoquer plus tard des troubles psychiques comme une dépression qui renvoient, même si ce n'est pas nécessairement la seule cause, qui favorise en tout cas la survenue de troubles psychiques importants quelques années plus tard. Donc ça, c'est un point important à prendre en considération dans les obstacles à la reconnaissance. Un autre obstacle important,
et qui est documenté par plusieurs études scientifiques, c'est une obstruction importante de la part de certaines caisses primaires d'assurance maladie en charge de la gestion administrative des dossiers. Et là encore, ce sont, même si on le verra, on manque encore d'études sur le sujet, en tout cas ce qu'on voit, c'est dans les statistiques, hein, une très forte hétérogénéité entre les caisses dans les délais de traitement des dossiers de maladies professionnelles. Donc il y a une très très forte hétérogénéité entre les caisses et qui ne renvoie pas nécessairement qu'à des problèmes de nombre de personnes. Bien sûr que ça renvoie à ça aussi, mais des espèces de culture intra-caisse de prendre en considération, d'accompagner de manière bienveillante les dossiers de demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Les obstructions font d'ailleurs souvent l'objet de procès, ou en tout cas, si ce n'est de procès, déjà de recours à un avocat. Les professionnels du droit, que sont les avocats et les juristes, peuvent intervenir de multiples manières. Alors, ils peuvent bien sûr accompagner les victimes dans leur démarche de reconnaissance ou essayer de solliciter aussi, on va voir l'importance de ce type de travail dans l'exposé d'Anne Marchand, la sollicitation de victimes ou d'associations de victimes. Leur intervention allège le lourd travail administratif qui caractérise la reconnaissance en maladie professionnelle et permet, un certain nombre d'études le montrent, d'augmenter, plus exactement, de maximiser les chances des victimes de voir leur demande aboutir. Comme le montrent Jouzel et Prête, c'est aussi en partie dans les interactions avec les avocats, mais qui sont pas, qui sont financièrement, qui peuvent être importantes. C'est aussi dans les interactions avec les avocats que les victimes peuvent construire leur sentiment, je cite les auteurs, de légitimité à demander une réparation pour un préjudice lié au travail. Cette question de la légitimité de demander, de pouvoir considérer qu'on a été malade à cause de son travail et qu'il est juste que cette atteinte soit prise en considération, soit traitée, soit accompagnée de la meilleure façon possible, cette légitimité, elle reste problématique encore pour un certain nombre de travailleurs. Alors, les avocats peuvent aussi, en négociation avec les collectifs de victimes et les syndicats, développer un recours stratégique au droit. C'est-à-dire soit, ce qu'on voit souvent dans les travaux du défenseur des droits, par exemple, à partir entre guillemets, d'un bon cas, engager des procédures qui visent à obtenir une jurisprudence favorable. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la jurisprudence, est extrêmement importante parce qu'ensuite, dans tous les autres dossiers, on peut se référer au cas qui a été cité. Donc la stratégie d'un certain nombre d'avocats, ça va être de repérer un bon cas et d'insister dessus pour faire une jurisprudence. Ou bien les avocats peuvent aussi, on l'a vu récemment, engager des procédures visant à obtenir une jurisprudence favorable ou donner de la visibilité médiatique ou politique à un problème de santé au travail. Alors, autre point intéressant, et ça je fais référence au travail de Delphine Serre qui a suivi pendant des années ce qui se passait dans les tribunaux. Elle a fait une observation avec toute une série d'observations des procès qui étaient en cours et un certain nombre d'entretiens avec des avocats, des juristes et des employeurs. Et elle a montré que les données accessibles pouvaient aussi être manipulées par les entreprises dans le cadre de stratégies de contestation sur le plan légal lorsque leurs salariés déclarent des dommages corporels induits par le travail. Et elle a montré que ces données sont le reflet de rapports de force, je la cite, tendanciellement favorables aux grandes entreprises qui ont les moyens de recourir à des cabinets d'avocats spécialisés afin d'alléger la note de la reconnaissance des maladies professionnelles. À un niveau agrégé, ces stratégies avantagent les acteurs et les actrices dont les ressources leur permettent de mettre en scène l'ignorance pour contester la parole des travailleurs et limiter le coût de la reconnaissance. Donc c'est le recours à des cabinets d'avocats spécialisés qui vont, parce que spécialisés, connaître très bien tous les rouages et essayer de jouer sur tous les tableaux, j'ai envie de dire, sur tous les tableaux pour les maladies professionnelles, pour montrer à quel point il peut y avoir des
critiquer, critiquer par exemple que telle étude a été, la façon dont telle étude a été menée, etc., etc. Et le poids de ces cabinets spécialisés d'avocats que peuvent s'offrir, entre guillemets, les grandes entreprises peut être extrêmement important dans la décision de reconnaître ou pas une maladie professionnelle. Voilà, donc toutes les demandes de reconnaissance, bien évidemment, ne font pas l'objet de contestation et de procès. Il y a beaucoup de personnes qui vont accepter la décision de rejet de la case primaire, mais quand la personne peut être aidée ou soutenue, et on va voir encore une fois avec l'intervention d'Anne Marchand sur un cas très précis à quel point cet accompagnement est fondamental. Donc toutes les demandes ne font pas l'objet de contestation, mais elles peuvent le faire, et notamment de la part d'employeurs qui s'appuient sur les compétences de cabinets très spécialisés dans le domaine. Voilà. Alors, après vous avoir tracé ce tableau un peu non seulement problématique d'un point de vue de santé publique, mais assez inquiétant du point de vue de la justice sociale, j'ai envie de dire, il y a un certain nombre de perspectives qui peuvent être soulevées. Et je dois dire que pour avoir travaillé sur ce sujet dans les années, ça fait longtemps, 1900, juste à la sortie de ma thèse, enfin bon, je ne vais pas vous faire mon CV, mais dans les années 90, j'ai été extrêmement frappée en préparant cette intervention et en lisant toute une série de recherches et de rapports. J'ai été finalement extrêmement frappée par la stabilité, l'inertie, j'ai envie de dire, même s'il y a eu des améliorations certaines, par l'inertie de la situation de la non-reconnaissance en maladie professionnelle en 2025 par rapport à la situation qu'on observait en 1990. Et donc, si je souligne cette inertie d'emblée, c'est bien pour dire que, comment dirais-je, il y a inertie parce qu'il y a une force des logiques sociales et institutionnelles qui construisent cette reconnaissance. On voit bien que ce n'est pas des changements de petites mesures qui peuvent véritablement faire évoluer les choses, mais qu'il faut vraiment s'attaquer sur le fond des choses et notamment à la modification de la loi. Alors, je vais distinguer différents types de perspectives. Le premier, et je m'appuie pour ce faire sur le rapport que je vous ai cité, une synthèse remarquable de Blandine Barlet et Giovanni Prete, qu'on a entendu la dernière fois, qui ont fait un travail de synthèse critique de toutes les publications au cours des 20 dernières années en sciences humaines et sociales sur la question de la non-reconnaissance en maladie professionnelle. Et de cette synthèse ressort clairement un manque de connaissances, ce qui ne vous étonnera pas, mais peut-être souligner que dans ce manque de connaissances, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, les analyses en termes de genre sont vraiment très peu mobilisées dans la littérature française sur les maladies professionnelles et leur sous-reconnaissance. Et ça, c'est même un peu étonnant, j'ai envie de dire, compte tenu du fait que maintenant les analyses genrées font partie véritablement de la culture scientifique des sciences humaines et sociales depuis quand même plusieurs années maintenant. Alors, outre la question des analyses genrées, qui sont encore très peu développées, peut-être plus pour être un peu plus précise, elles sont très peu développées. Enfin, il y a des travaux historiques et sociologiques quand même qui abordent la question du genre, bien évidemment, mais en tout cas, dans les travaux de santé publique, cette dimension est particulièrement absente. Et j'avais évoqué, le 3 avril dernier, j'avais évoqué un point important, en particulier sur l'invisibilisation de certaines maladies professionnelles. Et j'avais convoqué la recherche de Charles-Olivier Bétancédy, qui avait fait sa thèse avec moi, et Émilie Counil, qui est une épidémiologiste spécialiste de la santé au travail. Et dans cette thèse, Charles-Olivier Bétancédy avait montré à quel point les conditions même de la production des connaissances scientifiques étaient fortement empreintes de biais, de genre, de classe, et qui renvoyaient également à la position raciale. Et en particulier, sur les cancers professionnels, il avait montré que très peu de travaux en épidémiologie portaient sur les femmes, les cancers professionnels des femmes. Les cancers professionnels, c'est
pratiquement très souvent pensé sur le mode de cancer masculin. Ce qui n'est pas, petite parenthèse, sans rappeler ce qu'on a vu sur les maladies cardiovasculaires. C'est quelque chose qui concerne les hommes et pas les femmes. Les cancers professionnels, ça concerne les hommes et pas les femmes. Donc dans le choix des sujets des études épidémiologiques, très peu d'études portent sur les cancers des femmes. Ensuite, j'avais souligné que, en reprenant le travail de Charles-Olivier Bettencelli, j'avais rappelé plus exactement que donc non seulement il y a peu d'études, mais quand il y a des études, on utilise, pour faire le lien entre l'exposition et la maladie, on utilise ce qu'on appelle en épidémiologie des matrices emploi-exposition qui permettent, parce qu'on ne va pas pour montrer statistiquement qu'il y a des liens, on est obligé de synthétiser l'information. Donc en fait, par rapport, on regarde la matrice emploi-exposition, c'est-à-dire qu'on regarde, au regard de tous les emplois qui ont été déclarés par la personne, à quel type d'exposition elle a pu être exposée, elle a pu être confrontée. Ces matrices emploi-exposition, en fait, elles ont été créées sur la base de métiers essentiellement masculins, donc qui se prêtaient très peu, qui étaient très peu pertinents pour des emplois beaucoup plus féminins. Et je pense en particulier aux femmes qui font, par exemple, les coiffeuses de dermatose. Les coiffeuses, par exemple, c'est un emploi quand même beaucoup plus féminin. Les agentes de nettoyage, etc., etc. Et donc, il avait montré qu'en appliquant ces matrices emploi-exposition construites à partir d'emplois masculins, on pouvait sous-estimer l'exposition d'un certain nombre à des produits cancérigènes de femmes, de métiers féminins. Et il avait montré ensuite que dans les analyses, donc la production des données est biaisée, et que dans les analyses, ensuite, toutes les données n'étaient pas, alors sans rentrer dans des considérations épidémiologiques, stratifiées selon le sexe. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas spécifiquement ce qui se passait chez les hommes et ce qui se passait chez les femmes. En fait, c'est exactement la même chose qu'on voit d'ailleurs sur l'analyse de la littérature en matière d'infarctus du myocarde ou de syndrome coronarien aigu. C'est vraiment exactement la même logique. Et il avait démontré dans sa thèse à quel point, par exemple, les cancers professionnels des femmes agentes de nettoyage étaient très, très sous-estimés par rapport à la réalité. Voilà. Donc, la connaissance, je reviens à ce point-là, sur les questions de connaissance. Et puis, il y a une autre population qui est pas du tout assez étudiée, c'est la question des travailleurs étrangers ou d'origine étrangère et des personnes en situation de précarité. Et de nombreux travaux, plusieurs travaux, parce qu'il n'y en a finalement pas tant que ça sur les populations particulières, les populations précaires et d'origine étrangère, ont montré que ces populations étaient confrontées à des difficultés particulières, des obstacles particuliers dans leur démarche de reconnaissance pour notamment, alors pas seulement les personnes en situation précaire, les ouvriers les moins qualifiés, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi les femmes et les travailleurs étrangers. C'est des angles morts de la recherche, mais pour autant, l'idée, c'est aussi de ne pas toujours raisonner en termes de population caractérisée sur un seul critère, mais de s'inscrire beaucoup plus dans une démarche intersectionnelle dont j'ai rappelé l'intérêt en avril dernier, qui permet d'articuler finalement les différents rapports sociaux de domination qui participent à la construction des difficultés auxquelles sont confrontées un certain nombre de personnes et qui renvoient à la position de classe, à la position de genre et à la position de race. Voilà. Autre point important, c'est de continuer bien sûr les recherches sur les facteurs de risque, et notamment dans un contexte où le nombre de produits, alors c'est pas forcément qu'il augmente, mais en tout cas c'est qu'on montre tous les jours à quel point tel ou tel produit, notamment dans le domaine de l'environnement et en particulier pour certaines professions, ne cesse d'augmenter. Et un enjeu particulier dans cette question sur les facteurs de risque, c'est la question de la connaissance des maladies plurifactorielles. Et pour reprendre l'expression de Giovanni Prete, qui questionne l'illusion épidémiologique. Alors,
En fait, l'enjeu, c'est que souvent, il y a des expositions qui sont en même temps professionnelles et en même temps environnementales. Et évidemment, ce n'est pas parce qu'elles sont environnementales qu'elles ne sont pas... Enfin, si on met l'accent que sur les causes environnementales, on va faire un point aveugle sur les causes professionnelles de ces expositions. Et donc, la question, c'est de pouvoir tenir compte de la multiplicité des expositions auxquelles les personnes sont confrontées dans leur travail et dans leur environnement. Et ça, c'est un débat qu'on a retrouvé très très tôt dans les cancers professionnels, c'est la question du tabac. On disait toujours l'argument qui était donné dans un certain nombre de dossiers, c'est bah oui, mais il fume. Donc s'il a un cancer du poumon, c'est parce qu'il fume. Bah oui, mais sauf que non seulement il fume, mais il a aussi été exposé à... Donc vous voyez, toutes les discussions qu'il y a à chaque fois, c'est bah, s'ils ne fumaient pas, ils n'auraient pas été malades. Bah si on est exposé à tel produit, on augmente beaucoup les risques de maladie. Donc maintenant, vous rajoutez toutes les causes environnementales qui sont soulignées de plus en plus. Vous voyez qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles une personne peut développer une maladie et que c'est une illusion de croire qu'on pourrait isoler uniquement la maladie, le caractère professionnel de l'exposition. La question est de savoir, est-ce que oui ou non, il y a eu une exposition professionnelle qui favorise la survenue de la maladie, voire la gravité de la maladie. Donc c'est un enjeu qui est vraiment extrêmement important et qui pose beaucoup de problèmes. Et la question de l'illusion épidémiologique de la référence au propos de Giovanni Prete, c'est de dire, voilà, on ne peut pas isoler complètement un facteur parmi tous les autres. Est-ce que oui ou non, la question c'est est-ce que oui ou non il y a eu exposition professionnelle ? Que la personne fume, qu'elle habite à côté d'une usine de retraitement de je ne sais quoi, etc. En plus, elle a travaillé dans tel endroit. D'ailleurs, souvent, les deux sont souvent associés. Oh là là, je parle et ben voilà, je me suis emportée dans les... Bon, alors, je vais passer plus vite, pardon, pour la fin. Je n'ai pas du tout vu passer l'heure. Je ne voudrais pas... Bon, des mesures diverses, la formation des professionnels de santé. Bon, évidemment, hein, j'insiste sur le fait que ça ne suffit pas de former les professionnels de santé s'il n'y a pas tout un tas de mesures structurelles qui accompagnent. La traçabilité, l'information sur les droits, etc. Renforcer aussi l'arsenal de contrôle et de sanctions des entreprises qui procèdent à des déclarations incomplètes. Il y a un certain nombre d'études qui documentent le fait que des entreprises, de manière répétée, ne déclarent pas, procèdent à des déclarations incomplètes des produits qui sont utilisés. Je voudrais quand même, pour terminer, je vais aller vite, hein, désolé, mais c'est la question de la nécessité de modifier la loi. Parce qu'in fine, bien sûr, il faut former les médecins, bien sûr, il faut accompagner, etc., etc., etc. Mais il y a eu des progrès indéniables ces dernières années. Mais quand même, vous avez vu les chiffres que je vous ai rappelés en introduction, le nombre de maladies qui sont sous-déclarées. Il faut finir par se poser la question, ce que font un certain nombre d'auteurs d'ailleurs. Dans un tel contexte, ce n'est pas en mettant des rustines à droite à gauche, aussi importantes soient-elles, que la question va être résolue. On parle de centaines de milliers de maladies qui ne sont pas déclarées. Donc il y a un moment où, à l'instar des auteurs du livre sur 100 ans d'histoire des maladies professionnelles en France, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure, finalement, ce n'est pas la loi elle-même qui produit, qui impose un carcan tel que ces maladies ne peuvent pas être déclarées. Donc il y a une véritable réflexion autour de ça. Et finalement, ce que donne à voir une perspective un peu historique, c'est que la nécessité de créer des nouveaux tableaux, c'est évident, mais que finalement, quand on a mis en place en 1996 un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est donc ce système complémentaire que j'évoquais tout à l'heure, si vous n'êtes pas vraiment maladie professionnelle, vous pouvez être reconnu en maladie à caractère professionnel. D'une part, ce dispositif-là, d'une part. D'autre part, le fait qu'en 1996, une part de l'excédent de cette tranche, puisqu'il y a tellement peu de maladies professionnelles déclarées, finalement, qu'il y a un budget excédentaire de cette branche accident du travail, maladie professionnelle, elle a été reversée à la branche maladie, maternité, invalidité et décès. Donc ces deux dispositifs importants, cette mise en place d'un système complémentaire pour les maladies à caractère professionnel et le fait qu'il y ait tellement d'argent dans cette branche qu'on le transfère vers la branche maladie, mais je rappelle que si les personnes sont reconnues par le droit commun, elles vont bénéficier de beaucoup moins d'indemnisation.
Les auteurs s'interrogent sur le fait de savoir, ça montre bien que quelque chose ne va pas, puisque le législateur a créé ces deux dispositifs. Donc il y a quelque chose. Il est bien conscient que la loi ne fonctionne pas. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un certain statu quo? Et pour terminer, en m'excusant encore une fois pour le retard, c'est que la nécessité, c'est vraiment de refondre le système de reconnaissance qui, pour tenir compte de l'évolution des modes de management, de la plus grande discontinuité des carrières professionnelles, du fait qu'il y ait de plus en plus de produits dangereux, ou en tout cas reconnus aujourd'hui dangereux, tenir compte, je vais parvenir dessus sur les multi-expositions, et la question fondamentale de la reconnaissance des troubles psychiques qui ne font toujours pas l'objet d'un tableau de maladie professionnelle, et l'exclusion, on l'a vu, d'un certain nombre de travailleurs de ces différents tableaux. Voilà, donc j'aurais voulu me développer davantage ce dernier point, mais je n'ai pas fait attention à l'heure. En tout cas, voilà, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que la question des maladies professionnelles, des accidents du travail, on l'a vu tout à l'heure, la semaine dernière, et des maladies professionnelles, c'est un enjeu majeur de santé publique qui est totalement invisibilisé. Et pourtant, il y a des choses qui se passent, il y a des expériences comme celle du GISCOP qu'on va voir maintenant, qui sont extrêmement intéressantes et qui dessinent finalement des pistes extrêmement réelles et concrètes pour modifier fondamentalement ce système de reconnaissance. Donc c'est un enjeu majeur de santé publique qui contribue aux inégalités de santé. Vous avez vu la distribution sociale très inégalitaire. Voilà, et mon dernier propos, ce sera de dire que c'est un enjeu politique, c'est un enjeu scientifique et c'est bien sûr un enjeu éthique. Merci pour votre attention.